était 4 à bord. Il y avait Christophe Lebas, il y avait Franz, il s'appelait Franz, et puis Titou. Et en fait, c'était 4 copains qui étaient venus. On a fait ça un peu en mode hold-up, quoi. Voilà. Et voilà, on a pris le record c'était Marisha 3 qui avait ce record avant, et on était juste 4 et eux étaient 24, quoi. Voilà. J'étais tellement prêt au départ de Bilbao. Le jour du départ, j'ai oublié mon sac de polaire à l'hôtel, quoi. J'avais pas d'habit chaud pour le sud pour la première étape. J'ai fait avec ce que j'avais. J'avais juste un pantalon de polaire que je mettais en haut d'ailleurs. Et puis autrement, je me déshabillais pour aller manœuvrer, pour pas mouiller les peu de vêtements que j'avais, quoi. Et j'ai passé ma vie à trimballer ma chaîne d'encre pour me réchauffer. Et c'est pas un passage très sympa, quoi. J'ai perdu beaucoup de poids, quoi. Ça commence pas bien parce que je tape un cargo. Après le temps de rentrer dans le bateau, ressortir et flan. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Bernard Stamm. Bonjour Bernard. Bonjour. Est-ce que Bernard, tu pourrais te présenter en quelques minutes s'il te plaît? Alors, je m'appelle Bernard Stamm, je suis né en Suisse, j'ai maintenant 7 ans, quoi, 57 ans, et enfin 56, pas se vieillir, mais 57 cette année, voilà, et j'ai fait de la voile depuis tout petit, vraiment tout petit, et j'ai commencé à faire de la course au large en 95, voilà. Et alors, ça commence quand du coup la voile pour toi? C'est quoi les prémices? Ah au début c'était plutôt obligatoire, quoi, parce que bon, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui avaient un bateau sur le lac Léman. Donc on passait notre vie sur l'eau, quoi, sur le lac Léman. On faisait les vacances, on faisait les régates, en fait, je suis un enfant du lac, quoi, voilà. Et en fait, pendant, je dirais, les 16, 17 premières années de ma vie, quoi, j'ai navigué comme ça sur le lac, mais c'était pas voulu, quoi. C'est comme ça. Ça faisait partie de mon univers, quoi, voilà. J'ai pas appris à faire de la voile, en fait. J'ai vécu avec ça depuis tout petit, quoi. Tu commences comme beaucoup avec la Transat Mini, du coup. C'est ça le début, on va dire, de cette course au large? Ouais. Alors, par contre, j'ai un parcours un peu spécial, c'est que je connaissais la mer avant, quoi, parce que à peu près à l'âge de 20 ans, je suis parti travailler en mer, donc je me suis fait embaucher dans une compagnie de marine marchande suisse, quoi. Voilà, Ok. qui était la Suisse Atlantique. Et j'ai navigué pendant 4 ans sur ces cargos. Voilà, à peu près partout dans le monde, sauf l'Europe du Nord, quoi, où on n'a pas du tout été, quoi. Mais autrement, on a pas mal sillonné la planète, quoi. Et ensuite, j'ai fait plusieurs années de convoyage transatlantique, de skippage, voilà, et sans faire vraiment de régate, quoi. Je veux dire, j'ai un peu abandonné la régate que je faisais sur le lac, quoi.
Et c'était surtout du convoyage, quoi. Mais bon, ça m'a appris le large et ça m'a appris bon, enfin, naviguer avec la météo, prévoir mes voyages, quoi, voilà. Donc c'était très formateur, quoi. Et alors, vous comment Et quand je commence, et quand je commence le projet de la mini transat, je partais, ce qui était le plus inconnu pour moi, c'était le projet lui-même, quoi. Donc c'était ni la course ni la mer, quoi. Voilà, c'était plutôt construire le bateau, mener le projet à bien, et voilà, quoi. Donc euh, c'est une petite anecdote, c'est la première mini où le GPS était autorisé, c'était en 95, quoi. Et moi, je trouvais ça un peu dommage parce que je perdais un avantage comme j'avais fait pas mal de convoyages avec le sextant, j'aurais trouvé pas mal que les autres n'aient pas accès au GPS, mais bon, c'était comme ça. Ok. Et donc là, t'as conçu le bateau du coup pour cette mini transat. Comment ça se passe du coup quand tu conçois le bateau? Alors, j'ai construit. Par contre, j'ai pas conçu. J'ai récupéré un moule de de skippers qui ont fait la Mini en 93, qui avaient construit leur bateau, qui avaient construit un moule pour construire leur bateau à Trébeurdin. Mhm. Voilà, et j'ai récupéré ce moule de coque avec un autre. On faisait deux bateaux avec une autre personne qui s'appelait Frédéric Boursier. Et on a construit les deux Mini. On a retapé le moule. Il y a comment dire, le, le patron du chantier structure à Sainte-Marine qui nous a payé les matériaux pour construire le moule de pont. Ouais. Et ensuite, en fait, il a récupéré ces deux moules pour construire les pogos, quoi. C'est comme ça que le pogo est né, quoi. Et puis, bah, nous, on a construit nos deux prototypes dans ces moules-là, et puis après, bon, on s'est lancé dans le circuit mini, quoi. Ouais. Et alors, ça c'est donc 95. C'est un peu la, comment dire, est-ce que c'est un peu le révélateur de dire c'est cette course au large qui te plaît et c'est ça que tu veux faire du coup sur des plus gros bateaux et sur des plus grosses flottes? Ben, c'est pas vraiment fait comme ça parce que là, en fait, j'étais plutôt content de me lancer des challenges, c'était pas d'un coup une révélation d'une passion. Voilà, je savais que j'aimais la mer, je savais que j'aimais surtout bien l'espace, la nature, et puis un peu découvrir des endroits que je connaissais pas, quoi. Voilà, et puis bah le large, bah ça fait partie de des challenges qu'on peut se lancer, hein. C'est jamais très anodin de même traverser l'Atlantique, donc voilà. Et puis la mini s'est bien passée, mais j'allais pas m'ancrer d'un coup dans un circuit où ouais, je faisais tout le temps la même chose. Du coup, il y a eu un peu de réflexion, qu'est-ce que je pourrais faire, mais en fait, c'est rapidement le globe qui est venu à l'esprit, quoi. Mm. Le globe, le Vendée Globe du coup. Ouais, 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 ouais. Parce qu'après, il y avait plusieurs solutions. C'est soit bah, continuer dans la course, ça me plaisait bien. Ça faisait des bons challenges. On pouvait se confronter aux autres. Et le large, bah, c'était ça qu'il fallait, quoi. C'était au minimum, quoi. Alors, il y avait le Figaro que j'aurais pu faire, mais bon, je trouvais pas le bateau très fun, quoi. Et après, il y avait le multicoque, mais à cette époque-là, ça semblait. J'avais pas d'expérience de multicoque, donc ou très peu, quoi. Donc si ça semblait un peu utopique, quoi.
Et puis après, ben, il restait le globe. Hein. S'il restait le 60 pieds et tourner autour de la planète. Quoi. Et alors du coup, 95, donc l'édition Vendée Globe qui suit, c'est 96, c'est trop tôt, je suppose, donc tu te projettes tout de suite sur celle de Ouais, version de 2000. ouais, c'est ça. Mais en fait, en 96, j'étais au départ, donc j'avais déjà le projet de participer au Globe en 2000. Mais j'avais le projet aussi, c'est surtout de concevoir et construire mon bateau, quoi. Ouais. Enfin, le projet à l'origine, c'était de comment dire ça, d'emprunter l'argent nécessaire pour construire le moule, quoi. Et donc j'avais un coup de main avec l'architecte du Mini, donc Pierre Roland, avec un comment dire un ingénieur qui était Denis Gléhen, qui est toujours comment dire qui calcule toujours les bateaux de course, et puis une personne qui faisait plutôt le dessin numérique et calcul numérique, qui était René Coleno. Et avec tout ça, eh ben, il fallait construire, ben, on pouvait le concevoir, il fallait construire un moule, quoi. Et puis après construire le bateau. Donc l'idée c'était d'emprunter des sous pour construire le moule qui était pas, comment dire ça, qui était enfin sur la totalité du budget qui était pas très conséquent, mais ça demandait beaucoup de travail. Donc et puis après avec le moule, se dire que on, on avait un dossier plus convaincant pour trouver des partenaires et financer la construction du bateau. Quoi. Donc bah c'est comme ça que ça a démarré quoi. Et puis après ben ça s'est pas passé du tout comme ça parce que en fait c'était vraiment beaucoup de boulot quoi. Il a fallu 14 mois pour construire les deux demi-moules quoi. Et puis c'était tout jour et nuit, donc j'ai pas eu le temps de chercher comme il faut des partenaires. Avec des amis de l'Esconil, on avait une touche avec un partenaire où on a pas mal laissé de l'énergie et pour finir ça n'a pas marché. Et du coup, je me suis retrouvé à emprunter la totalité de l'argent pour construire le bateau, quoi. Donc, et puis le construire complètement moi-même, quoi. Voilà. donc, donc tout est fait à la main, jusqu'à ce que à l'édition 2000, du coup, tu aies ton propre bateau qui a été fait par toi-même. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, je l'ai fait. J'étais pas tout seul, hein, parce il y avait une personne à plein temps qui m'aidait, qui était. Et puis après, bah, j'ai eu pas mal de coups de main des gens de l'Esconil et puis des gens de Suisse qui venaient à l'Esconil et puis des gens qui étaient de passage en vacances. En fait, il y a eu, j'ai réussi à, ouais, à construire une bonne moitié du bateau comme ça. Et quand il a fallu l'équiper, ben là, il y a plus de coups de main de gens qui connaissaient mieux les bateaux de course et tout ça qui sont venus m'aider à le finir, quoi. Voilà. Pour finir, bah, il était pas prêt pour le départ du globe, quoi, mais il était pas fini. Il était fini à peu près, quoi. Donc c'est pour ça que finalement, ça n'a pas été très loin, quoi. Voilà. Bon, et alors une première édition, t'en tires des leçons, qu'est-ce que tu décides du coup à ce moment-là? Eh bien, bah déjà, premièrement, c'était obligatoire de partir, quoi, parce que et moi, je m'étais endetté assez lourdement, quoi, et puis après, ben, si je prenais pas le départ et puis que j'essayais, enfin, que j'arrivais pas à montrer que le bateau a du potentiel, bah, j'avais aucune chance de rembourser quoi que ce soit un jour ou l'autre, quoi. Donc, c'était important de prendre le départ. Donc après, le début de course, il était pas facile, hein, mais il a montré que le bateau, il avait un vrai potentiel
de compétition, quoi. Et, et puis après, au lieu de le, au lieu de rentrer en France, parce que là, en fait, j'ai abandonné, c'était au Cap-Vert avec des soucis de pilote. Les pilotes étaient mal montés, quoi. En fait, ils étaient pas montés au bon endroit, ils ont pris l'eau et les deux pilotes, ils sont tombés en rade assez rapidement, quoi. Voilà. Mais par contre, le bateau, il était en parfait état de marche, à part ça, quoi. Donc, et après, ben, le bateau, on l'a amené de l'autre côté de l'Atlantique, et puis, pour essayer de battre le record de l'Atlantique. Voilà, au lieu de rentrer, autant faire le tour et puis faire un challenge différent pour rentrer, quoi. Voilà. Et alors, cette traversée de Et l'Atlantique, comment tu la prévois du coup? Vous étiez plusieurs dessus? ouais, c'était le record de l'Atlantique en équipage, en monocoque. Voilà, j'ai demandé à Pierre Lanier déjà avant de partir du Cap-Vert si si c'était utopique de penser battre le record de l'Atlantique en hiver et s'il voulait bien m'aider avec la météo, quoi. Et il m'a dit ouais, il y a une, c'est pas du tout utopique, c'est possible. Moi, il me dit je veux bien t'aider. Par contre, à une condition, c'est que d'un coup, s'il y a vraiment du météo, du mauvais temps à l'arrivée, que tu partes au sud, que tu abandonnes le record, quoi. Voilà. Alors après, c'était facile d'accepter, hein, parce que vous pouvez espérer qu'il n'y ait pas de mauvais temps. Voilà. En fait, du mauvais temps, il y en a eu tout le long, donc ça s'est plutôt bien passé, quoi. Ok. Voilà, donc on bat le record de l'Atlantique. Là, il y avait, on était quatre à bord. Il y avait Christophe Lebas, il y avait Franz, il s'appelait Franz, et puis Titou. Et en fait, c'était quatre copains qui étaient venus. On a fait ça un peu en mode hold-up, quoi. Voilà, et voilà, on a pris le record c'était Marisha 3 qui avait ce record. Avant et on était juste 4 et eux étaient 24, quoi. Voilà. 24 personnes? Ah, il devait être beaucoup plus grand du coup le bateau. Ah ouais, le bateau c'était une grosse goélette de 30 mètres, je crois, sauf erreur. Et on avait fait vraiment un truc où les gens s'attendaient pas. En plus, ils suivaient le Vendée Globe qui se courait en même temps, du coup. Parce que moi, j'étais censé tourner autour du monde. Voilà, et puis bah c'est un peu ça a démarré comme ça parce que j'étais déjà en contact avec une un sponsor suisse qui voulait m'aider et finalement le record de l'Atlantique qui a fini de convaincre les gens et ça a démarré comme ça, quoi. Et là on a mis le projet en route de participer au BOC, quoi. Ouais, ça s'appelait Round the Lawn et c'était 2 ans après. Là à ce moment-là, c'était alterné entre le BOC et le Globe, enfin tous les 2 ans, quoi. Voilà. Ok, donc là tu participes en 2002. Là, je participe en 2002, ouais, et il y avait 5 étapes, donc ça partait de New York, ça allait en Angleterre, à Torbay, et après de Torbay en Afrique du Sud, au Cap. Ensuite comment dire, là c'était en Nouvelle-Zélande, ouais, en Nouvelle-Zélande à Tauranga, ensuite à Salvador de Bahia et ça finissait à New York, voilà. Et là ça s'est bien passé parce que je gagne. Alors je gagne, ça pas, en fait c'est loin déjà et puis mais j'ai gagné 4 étapes sur 5. Il y en a une où je suis arrivé en tête, mais j'avais une pénalité parce que j'ai dû réparer après le Cap Horn. J'ai eu un gros souci de quille en passant le Cap Horn et j'ai dû m'arrêter au Falkland là pour réparer. Donc
c'est Thierry Dubois qui arrive premier à cette étape-là, quoi. Et alors j'ai gagné les étapes avant, par contre, c'est toujours Thierry qui a fait deuxième, quoi. Donc comme ça se courait au point, en fait, j'ai pas réussi à distancer les concurrents derrière et en fait tout se jouait sur la dernière étape que je finis par gagner. Donc c'était un bon moment de bonne récompense, quoi. C'est le bateau allait bien, bateau que j'avais construit et finalement ça comment dire ça fait un petit peu passer la déception du globe, quoi, voilà. Comment il s'appelle ton bateau? Là, il s'appelait Armor Luxe à ce moment-là. Ok. Et il avait un petit nom, c'était Super Bigou. C'était son nom de baptême, quoi. Mm. Et tu termines donc cette édition vainqueur, et qu'est-ce que tu décides du coup à ce moment-là? Et ben là, c'était évident de d'essayer de repréparer le bateau pour le globe, quoi, parce que c'était ça l'objectif premier. Et donc là, j'ai appris avant la fin du Tour du Monde que mon sponsor suisse, qui était Bob's Group, là, ça voulait s'arrêter. Donc eux, c'était pour me donner un coup de main, démarrer. Et ils étaient arrivés à leur objectif et voilà, donc ils s'arrêtaient. Et il a fallu que je trouve un autre partenaire pour continuer ça, mettre le projet du globe en route, quoi. Et c'est là que j'ai été contacté par Poujoula. Voilà, et c'est comme ça que l'aventure elle a commencé avec Poujoula. Poujoula m'ont suivi là, pour les 16 années d'après, quoi. Ok. Voilà. Bon, à ce moment-là, je savais pas. Puis en plus, c'est vrai que ils s'inscrivaient dans la durée, mais c'était pas forcément que avec moi ou seulement avec moi. Et puis à ce moment-là, je le savais pas, hein. Voilà. Et puis ben, on met le projet en route pour s'aligner au départ du globe en 2004. Voilà. Et puis là, donc on change la quille qui était défectueuse finalement, qui est part avec une nouvelle quille. Et ça, il y avait la Transat anglaise qui faisait office de, comment dire, de qualification pour le globe. Et là, j'étais en tête de la course quand je perds ma quille, quoi. En fait, la quille, elle Ah non. s'est cassée, elle avait un défaut de conception et là, le bateau, je me retourne, j'étais à 300, peut-être à 300 000, je sais plus exactement, à 300 000 au nord-est de Terre-Neuve. Voilà. Donc bah là, je me fais récupérer par un cargo, j'abandonne le bateau, donc je reviens à terre, puis enfin, avec l'assurance, on essaie enfin, on a frété un gros remorqueur de haute mer pour aller rechercher le bateau. Et puis, ben, qu'on a retrouvé un peu miraculeusement, quoi. Et puis ramené en France et là reconstruit, quoi. Voilà. Donc ça, là par contre, c'était là on l'a amené à Caen, dans un chantier à Caen et puis remis en route le chantier de reconstruction et puis ben là ça donc le globe ben je l'avais préparé mais j'ai pas pu le faire, quoi. J'ai même pas pu prendre le départ ce coup-ci et du coup j'ai regardé les autres partir. Par contre ça m'a donné l'occasion d'intégrer l'équipage d'Orange avec Orange 2 avec Bruno Perron et, euh, et là, on bat le trophée Jules Verne. Voilà. Et ça, c'était tout début 2005. Eh ben, et donc là, tu barrais pour le coup sur ce trophée-là? T'étais skipper? Non, le skipper, c'était Bruno Perron. Et moi, j'étais engagé comme barreur, quoi.
aventure très différente de celle que je pensais, mais c'était une belle aventure. C'est, tu dis les maxi catamarans, c'est à l'époque où c'est les premiers qui apparaissent, c'est ça? C'est les débuts des grands ultimes? Ouais, il y en a déjà eu, il y en avait déjà, il y avait Enza, enfin, il y avait déjà eu pas mal de maxi multi, quoi, mais après, Orange 2, c'était un peu la démesure, quoi. C'était un immense catamaran, et je pense que c'était le dernier qui était fait, d'ailleurs, parce qu'après, c'est passé sur des bateaux plus faciles à mener et des trimarans, quoi, voilà. Donc là, un tour du monde complet en équipage. C'est vrai que c'est ça donne un bon exercice finalement pour le Vendée Globe. Tu fais la même route à peu près. Comment ça se passe? Oh, ouais, c'est la même route. Par contre, c'est très différent parce que on est rythmé par des quarts qui sont, on était 14 à bord et puis enfin, comment dire, les tentatives de record ont choisi le départ. Donc, en tout cas au début, euh, on peut se dire qu'on n'a pas qu'on a des conditions optimales, quoi. Voilà, ce qui est rarement le cas pour une course, quoi. D'ailleurs, en 2000, là, quand on est parti, ils avaient reporté le départ du Vendée Globe, quoi, parce que c'était impraticable même pour sortir du port, quoi. Reporté de Donc combien de temps? ça, ils l'ont reporté de dimanche à jeudi, je crois. Donc ça, tout de suite, ça met pas mal de contraintes à ceux qui suivent la course, aux médias, enfin, un peu tout à la logistique et il y a pas mal de trucs à revoir. Mais là, c'était pas possible de faire autrement, hein. Mais bon, sur une tentative de record, il y a pas ce genre normalement, il n'y a pas ce genre de truc, quoi, parce que on choisit ses créneaux de départ, quoi. Ouais, bien sûr. Mm. Et alors, donc arrive ce trophée. Ça dure combien de temps le trophée, grosso modo? C'est 3 mois? Bah là, on a fait ça alors, faudrait vérifier, mais je pense qu'on a fait ça en 50 jours. Un truc comme ça, quoi. Ah oui, en un mois et demi, ouais. Ouais. Et voilà. Et puis après, bah, je reviens. Et puis là, je dis au sponsor, je dis, je veux bien. Enfin, il faut. Là, on peut repartir pour une préparation pour le Globe pour 2008, quoi. Mais je pense que le bateau, il a plus aucune chance, quoi, parce que là, il y a des bateaux neufs qui sont sortis, et après, ces bateaux, ils ont une vie de compétition, et à un moment donné, c'est c'est le, c'est le jeu du prototype, hein. Il y a des gens qui réfléchissent à savoir comment aller plus vite avec dans les critères imposés, et puis forcément, ils trouvent, hein, c'est logique, quoi. Donc, donc après, bah, ça passait par changer de bateau, quoi. Donc, je leur ai dit, bah, le programme, on peut faire. Il faut se doter d'un bateau différent. Alors, soit en racheter un qui existe, mais qui est plus proche des performances des bateaux actuels, quoi. Et soit en construire un autre, quoi. Donc, après, l'idée, c'était pas de se relancer dans un chantier. Voilà, j'avais déjà pas mal donné, quoi. Et du coup, je rachète, j'emprunte là, par contre, à une banque, j'emprunte pour acheter le bateau de Jean-Pierre Dick, le premier Virbac. Ok. Voilà, et que j'ai pas tout de suite parce que lui, il court encore avec ce bateau et il allait faire le Rhum. Donc, du coup, avec mon ancien bateau, on, re- on se réinscrit pour la dernière édition du BOC. Voilà. Voilà. Et qui est un peu différent cette fois parce il y a que 3 étapes. Et ça partait de Bilbao, ça allait en Australie, à, à comment ça s'appelle, à La côté de Perse. Perth, là. Euh, ça y est, j'ai un blanc. Euh, à côté de Perth, ouais, ça va me revenir.
Mais Fremantle, voilà. Ok, Fremantle. très bien. Ouais. Et puis et de Fremantle, on allait à Norfolk aux États-Unis. Donc ça faisait 2 moitiés de tour du monde. Et puis la dernière étape, c'était une transat genre le record de l'Atlantique, c'était Norfolk Bilbao. Voilà. Ok. Donc là, pareil. Alors le bateau, il était nickel, hein, parce que du coup, avec ces trucs-là, j'ai jamais pu faire le globe, quoi, avec ce bateau finalement, quoi, toi, parce que la première fois, c'était trop tôt. La deuxième fois, bah, Lucky avait un souci, donc j'ai pas pris le départ, quoi, et du coup, j'étais vraiment très près, quoi. Donc ça s'est de nouveau pas mal bien passé, quoi, parce que je gagne, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Et bah là, enfin là c'était spécial aussi, hein, parce que il y avait sur le papier, j'étais pas le bateau le plus rapide, quoi. Il y avait Mike Golding et Alex Thompson qui avaient des bateaux plus rapides. Et par contre, on s'est fait cueillir par une grosse tempête au Cap Finistère dès la première nuit, quoi. Et et là, ben moi j'ai réussi à passer, mais les autres n'ont pas passé, quoi. Ils sont tous arrêtés, réparés ou cassés des trucs ou euh, voilà, à part un qui est le japonais, la Kojiro, mais qui s'est dérouté très au nord, quoi, pour et du coup j'ai creusé tout de suite un très gros écart, quoi, que que Mike et Alex ont essayé de combler au mieux qu'ils pouvaient, quoi, et je pense qu'ils ont tiré un peu trop sur leur mécanique. Alex a pété son bateau, donc il s'était fait récupérer par Mike Golding d'ailleurs. Donc il a abandonné son bateau, et puis après bah, Mike Golding il démate, et du coup j'avais une avance phénoménale sur tous les autres concurrents, quoi. Donc après c'était la gestion de l'avance et là du matériel pour absolument pas casser, parce que c'était ouais, fallait arriver, quoi. Voilà. Bon. Et puis là, il y a une petite anecdote sur ce truc. J'étais tellement près au départ de Bilbao que le jour du départ, j'ai oublié mon sac de polaire à l'hôtel, quoi. Voilà, donc j'avais pas d'habit chaud pour le sud pour la première étape, T'as fait comment du quoi. coup? Ouais. Ah bah j'ai fait avec ce que j'avais. J'avais juste un pantalon de polaire pour que je mettais en haut d'ailleurs, euh, pour le départ, quoi. Et puis autrement, bah je me déshabillais pour aller manœuvrer, pour pas mouiller les peu de vêtements que j'avais, quoi. Et, euh, et j'ai passé ma vie à trimballer ma chaîne d'encre pour me réchauffer. Ouais, c'était pas un passage très sympa, quoi. Toi, j'ai perdu beaucoup de poids, quoi. Ah la vache. Ouais, et puis ça doit pas Ouais. faire. Il fait pas très chaud en plus dans ces eaux-là. Non, 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 non. Puis après, bah du coup, bah ça motive pour aller vite, quoi, pour que ça se termine rapidement, quoi. Ouais. Mais bon, c'était un sale moment, hein. Il y a des moments où j'avais peur de m'endormir, quoi. Enfin, j'ai plutôt peur de pas me réveiller, quoi. Voilà. Mais bon, ça s'est bien fini parce que en fait, je gagne l'étape aussi, quoi. Ouais. Bon, mais top. Voilà, donc ça, et après, du coup, quand je rentre, ben normalement, je change de bateau. Donc là, je récupère le bateau de Jean-Pierre, donc qu'on met à nos couleurs, aux couleurs toujours là, quoi. Et là, c'est l'année de la Jacques Vabre, donc il y a une première course, c'est le Tour des îles Britanniques. Et là, ben, c'est
on est confronté aux machines de guerre qui sont sorties entre-temps, quoi, et Ouais. on se dit que enfin, le projet de fiabiliser le bateau et naviguer, ça suffira pas, quoi. Faut le transformer, quoi. Faut essayer de chercher de la performance et du coup, on fait, euh, on fait la Jacques Vabre. Là, je faisais ça avec Tanguy Carriou. On fait pas mal d'ailleurs, on finit 3, je crois. Et, avec en changeant peu de choses, quoi, mais en remplissant la liste de travail pour le retour, quoi. Voilà, pour le globe, quoi. Voilà. Et, euh, et du coup, on a vraiment fait un gros chantier. On a touché à peu près tout, sauf à la partie immergée, quoi. Enfin, c'est aux œuvres vives et puis à l'acquis, quoi. Tout le reste, on a transformé, quoi. Ok. Voilà. Et puis, préparation au globe. Alors, je sais plus trop les courses. Il devait y avoir un Fastnet ou je sais plus quoi. J'ai gagné une ou deux fois le Fastnet en 60 pieds. Par contre, je sais plus quand c'était exactement. Donc, moi, je sais plus si c'était cette année-là ou quoi. Mais et puis après le globe. Donc le globe, là c'est pareil, ça commence pas bien parce que je tape un cargo. En fait, c'était pas un cargo. J'ai cru que c'était un cargo, mais c'était un bateau. Non, j'ai cru que c'était quand je naviguais, j'ai cru que c'était un bateau de pêche, quoi. Parce qu'on voyait des grosses lumières, des trucs comme ça. Donc normalement, un cargo a pas de lumière. On voit ses feux de position et tout, mais après le temps de rentrer dans le bateau, ressortir et flam, rentre dedans. En fait, c'était un cargo à la dérive, quoi, qui qui devait attendre pour rentrer dans un port quelconque, j'en sais rien, quoi, mais toujours est-il que déjà, je pense que parce qu'on le voit sur la trace AIS, on voit qu'il démarre et qu'il s'en va une fois que je suis rentré dedans, quoi. Euh, donc je sais pas trop, enfin, on n'a jamais trop su pourquoi et comment, quoi. Mais toujours est-il que j'y suis rentré dedans et que j'ai pu faire demi-tour, quoi. Voilà, et du coup, un peu course contre la montre pour réparer le bout dehors qui était abîmé. Euh, un peu l'étrave avec le bout dehors qui s'était abîmé et puis le mât il avait des soucis parce que en fait en pivotant sur le bateau ça avait tiré sur les barres de flèche et il fallait démater pour réparer le mât, quoi. Voilà. Ok. Donc tout ça ça a pris un peu de temps, je suis parti 3 jours après les autres, quoi. Mais eux partaient en fait, ils partaient dans un système où ils allaient contre le vent, où ils allaient, le Globe en 2008, le départ était lent, quoi. En fait, et puis après, ceux qui partaient derrière, après le front et tout ça, ils allaient beaucoup plus vite, quoi. Donc c'était le cas de Michdej aussi d'ailleurs, qui a finalement gagné. Lui, il était revenu réparer aussi, quoi. Et puis là, ça allait plutôt bien parce que ça remontait. Et je vais dire si c'est moi qui étais le plus vite entre les Sables d'Olonne et le Cap de Bonne-Espérance, quoi. Mais ça, pas parce que j'allais plus vite que les autres, c'est parce que j'ai eu de la chance d'avoir des meilleures conditions, quoi. Voilà. Et ce qui était le cas pour Mijdej aussi, c'est comme ça il a réussi à, à rattraper les autres. Alors, comment il a réussi à les passer, je sais pas, mais donc il les a rattrapés avec de la réussite, quoi. Voilà. Là, par contre, arrivé au sud de l'île Earth, que c'était au sud comment dire, des Kerguelen. Là, j'ai les roulements des paliers de safran qui sont désagrégés, quoi.
fin de vie des roulements, donc je pouvais plus. C'est des trucs qu'on peut pas réparer Sur l'eau. sur place, hein. C'est pas des billes, quoi. C'est ni même pas des rouleaux, c'est des espèces de fûts, quoi. C'est impossible à. Donc je pouvais naviguer, mais je pouvais pas espérer courir, quoi. Donc là, pour le coup, je dis bah non, enfin, encore, faut que j'abandonne la course, quoi. Voilà. Donc alors ça se termine pas bien parce que c'est en plus moi j'allais, bah là la direction, je prenais la direction de Fremantle, quoi. Pour les réparer, quoi, parce que c'était des pièces à changer, quoi. C'était pas. Et puis, juste avant les Kerguelen, il y a tout le monde qui me disait, ouais, il y a du mauvais temps, faut aller t'abriter, t'es fatigué, et tout ça. Et puis, je me suis dit que c'était censé d'écouter tout le monde, quoi. Voilà. Et puis, je les ai écoutés, et puis, je suis arrivé au Kerguelen au pire moment, du mauvais temps, et puis ça finit sur les cailloux. En fait, la base des Kerguelen, c'est pas une base pour les bateaux, quoi. En fait, le mouillage, il est au vent de la côte, donc c'est pas bon. Ça, si on ouvre le livre des Glenans, quoi, c'est marqué à la première page, faut pas faire ça, quoi. Voilà. Et puis voilà, donc là on réussit à renflouer le bateau, qu'on charge sur le Marion Dufresne et direction La Réunion. Là, le bateau était cassé. Donc route maison, et puis là les partenaires voulaient continuer. J'ai eu j'ai eu l'occasion avec des partenaires suisses aussi, que ces partenaires-là ne soient pas plus partenaires, mais armateurs. Et c'est Mhm. là on, on met en route le troisième 60 pieds, quoi. Le plan Kouyumjan qu'on a construit en Suisse, quoi. Voilà. Toujours dans l'idée du globe. C'est le Édition globe qui se 2012 du coup. refuse un peu. Voilà, édition 2012, ouais. Donc, ça c'était en 2009 que le projet s'est un peu ficelé et qui a commencé. Et pendant la conception a commencé et la construction était en 2010, quoi. Donc là, j'attaque des saisons en 40 pieds, en Figaro, enfin en marge de la conception et de la construction pour pas quitter les plans d'eau. Voilà, et pas quitter l'entraînement, quoi. Et puis pour euh, pour être prêt en 2011, quoi. Voilà. Donc après, c'est jamais trop, comment dire, c'est jamais un long fleuve tranquille, hein, c'est ce genre de truc, quoi. Donc euh, alors en 2011, alors pas le bateau, on le finit à La Ciotat, parce qu'on l'amène de la Suisse à La Ciotat, on le finit à La Ciotat et on le remonte. Alors tout de suite, on a vu que le bateau, c'était un avion de chasse, par contre, il était pas facile à mener parce que c'était un bateau très puissant, qui était pas très polyvalent, quoi. Voilà, c'était donc et puis il y avait certains trucs qu'on a vu tout de suite, la protection était pas terrible. Donc on fait le fastnet. Là, je sais plus combien on fait deux ou troisième, mais on avait pas mal de retard au fastnet et sur le reaching pour redescendre là, on a on a on a pas mal réduit tout l'écart, donc on a vu que le bateau il avait un potentiel de fou, quoi, mais qu'il y avait du travail, quoi. Voilà. Et après c'était à Jacques Vabre. Alors là on était en tête de la course, ou peut-être c'était François juste qui avait repassé, François Gabard qui avait repassé en tête quand on a tout tapé un container. Aïe. Donc là
on l'a pas vu. En fait, on l'a même pas senti. On a dû le frôler, quoi. Pas le frôler, mais on avait dû passer juste à côté, et puis le coin du container, il a abîmé le composite. Et puis, bah, ça, à mesure qu'on avançait, bah, ça pelait le composite, quoi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans le bateau quand, quand il était plein d'eau, quoi. Voilà, quand nous on était dehors à naviguer, on se disait, mais il y a un truc qui est un peu bizarre. Les réactions qui commençaient à être bizarres. On descend dans le bateau, c'était plein de flotte. Et les voiles qui se baladaient sous le vent dans l'eau. Donc, bon, là, on se dit, bon, bon, la course, déjà, c'est bâché. Et par contre, on va essayer de rentrer. Donc, on a essayé de rentrer, mais bon, on allait continuer à abîmer le bateau. Ça, c'était sûr, quoi. Donc, et pour le coup, bah, on a déclenché la balise, on est venu enfin, on s'est fait litreiller, et puis après, j'ai cherché le bateau À en mer nouveau. avec un bateau de pêche, voilà, Comment et tu fais, ramené en. Bernard, comment tu fais? Ça fait 2 fois que tu me dis que vous allez chercher votre bateau qui est plus ou moins coulé, quoi. Comment tu fais pour le repérer? Alors là, celui-là, c'était beaucoup plus simple parce que on a laissé une balise Argos alors c'était pas la balise détresse, hein, c'était une balise Argos qui émettait, et le bateau était pas coulé, donc on avait fermé les trappes étanches, et donc il, il avait peu de chances de couler, en tout cas pas dans un laps de temps rapide, quoi. Le bateau était toujours maté, hein, il était à flot, quoi. Et du coup, bah, on pouvait le suivre, quoi, avec l'Argos, quoi. Mais après, c'est sûr qu'on pouvait pas rentrer parce que sitôt qu'on naviguait, le bateau il se disloquait, quoi. Voilà, donc c'était préférable enfin, de le quitter et de le récupérer, quoi. Voilà, c'est dans de bonnes conditions, comme ça en fait on sauvait les gens et le bateau, quoi. Voilà. Ok. Et vous avez eu le temps de réparer, du coup, pour 2012? Et ouais, on a eu le temps de réparer, donc ça c'était, on a refait, il y a une grosse partie du bord, il y a 15 mètres carrés de bordée qui était refait dans les moules en Suisse. Et puis quand on a greffé dans notre base technique à Brest, quoi. Voilà, et puis après, ben, on a tout refait, tous les systèmes, tout ce qui était abîmé, hein. Enfin, la quille était cassée. En fait, il y avait toute l'électricité, l'électronique, tout était à refaire. Voilà, et du coup, par contre, après, pendant la préparation, on était grévé de pas mal de navigation dans cette histoire, parce que c'est après tous les soucis que j'ai eus sur le globe en 2012, je les aurais vus pendant la Jacques Vabre et la Transat Retour, quoi. Voilà, donc après, bon, je prends le départ du globe, donc en novembre, et là, j'ai rapidement des problèmes de pilote, mais bon, que j'arrive à peu près je comprenais pas ce qui arrivait, quoi, mais entre les différents systèmes à bord, j'ai réussi à avoir quelque chose qui fonctionnait plutôt pas trop mal, qui était pas très fiable, mais qui fonctionnait pas trop mal. Mais j'ai rapidement eu des soucis avec les hydrogénérateurs, quoi, qui étaient pas ou la fixation de ces hydrogénérateurs qui donnaient l'énergie du bateau était pas assez costaud, quoi. Donc le truc il s'arrachait. Alors moi j'avais pris du fuel avec, mais pas pour tout le tour du monde, quoi. Donc en fait, j'ai passé la première moitié du tour du monde à essayer de régler le souci des hydrogénérateurs pour euh, pour finalement pas réussir
pareil, si j'ai essayé plein de choses différentes, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, au sud de la Nouvelle-Zélande, je me suis arrêté au mouillage dans une île pour greffer les hydrogénérateurs au bateau, quoi. Voilà. Mais là, pour le coup, parce que je partais là pour faire une performance, quoi. Je partais pas pour tourner autour du monde, quoi. Et du coup, les espoirs de résultats, ça me nuisait sérieusement, quoi. Voilà. Parce que là, donc il y avait, à ce moment-là, j'étais troisième, je pense encore, quoi. J'avais passé en tête dans la première porte du sud. Pour après, petit à petit, laisser passer Armel, François, Alex. Et après, ben, je me suis arrêté. Voilà. Et puis après, bah, il y a eu une histoire incroyable, c'est qu'au mouillage, je savais que dans ce mouillage, je ne pouvais pas rester à cause du vent qui tournait, quoi, et qui allait se lever fort, quoi. Et que le temps était compté, et donc j'ai essayé le mieux que je peux comment dire, de réparer mes hydrogénérateurs. Et, euh, et là, à un moment donné, le vent se lève, quoi. Donc, c'était le matin et je sors du bateau pour vérifier que l'encre va bien et tout. Et derrière moi, il y avait un bateau, quoi. Alors, c'est surréaliste parce que c'est une île où c'est des îles subantarctiques où il y a personne, quoi. Et puis là, il y avait un bateau, genre bateau d'expédition, voilà. Et puis, ben, du coup, je les prends la VHF, je les appelle, je leur dis, ben, moi, il y a l'encre qui est en train de chasser, j'ai des risques de vous arriver dessus, moi, je vais manœuvrer pour partir, quoi. Donc, puis après, je redescends dans le bateau comment dire, pour allumer mes appareils, pour commencer à naviguer, quoi. Et quand je remonte sur le pont, et ben, il y avait un gars qui était en train de remonter mon ancre, quoi. Un gars à bord, quoi. Un gars de l'autre bateau qui était venu m'aider, quoi. Et puis bah là, à ce moment-là, bah, il y a urgence parce que bah, il faut que il faut faire il faut naviguer, il faut manœuvrer pour pas rentrer dans l'autre bateau, enfin pour pas reculer dans l'autre bateau, quoi. Et puis une fois que ça s'est fait, j'ai dit tu peux pas rester là, je suis en course, j'ai pas le droit d'aide, quoi, et il faut que tu t'en ailles, quoi. Et, euh, et puis après, bah, j'appelle la direction de course, là, c'était Denis Euro, pour lui dire ce qui s'était passé, quoi, parce que ouais, c'était pas un truc, Anodin. c'était pas un truc commun, quoi, voilà, et c'était pas un truc qui devait se passer, et puis, ben, ils ont lancé une procédure de discale, quoi, voilà. Et finalement, j'étais disqualifié parce qu'un gars a essayé de m'aider, quoi. Mais bon, c'est comme ça le globe. Ouais. Et alors attends, ça fait 4 participations entre 2000, 2004, 2008, 2012. Et pas une seule qui se passe bien. Comment tu te sens à ce moment-là? Bah là, c'est vrai que c'est dommage, mais le problème il vient d'avant, quoi. Il vient même de très en amont de ça, quoi. Le problème il vient plutôt c'est le container qui nous a mis dedans, là, Jacques Vabre, quoi. Et après, on n'était pas organisé et d'ailleurs même financé pour digérer un truc comme ça, quoi. Donc il y a une grosse partie du programme de navigation qu'on n'a pas fait parce qu'on reconstruisait le bateau, quoi. Et tous les problèmes que j'ai eu
Pendant le globe, je les aurais vus pendant ces 2 transats là, quoi. Donc ça, c'est une partie des soucis. Et puis après, ben, moi, je partais pour essayer de gagner, quoi. Enfin, essayer de faire une performance. Donc c'était et le- au moment où j'ai passé en tête dans la première porte de l'Atlantique Sud, là, enfin la première porte de l'Indien plutôt, je savais que ça irait pas, quoi, que j'allais être obligé de m'occuper du bateau et pas de la course, quoi. Ouais. Et du coup, bah, c'était un truc qui se passait pas comme prévu, mais c'était attendu, quoi. Ouais. Bon, et donc tu te prépares pour une participation numéro 5 en 2016 ou pas? Ben ouais. C'était prévu qu'on reparte avec ce bateau-là pour 2016. Donc après, bah, j'ai dû finir mon globe parce que là, quand ça s'est arrêté, j'étais quand même le plus loin de l'autre côté du monde, quoi. Donc je pouvais venir de n'importe quel côté. Donc je finis la course hors course, quoi. Et d'ailleurs, bah, ça a confirmé que le bateau allait bien, quoi, parce que j'ai fini. Euh, enfin, les personnes qui m'ont passé, je les repassais assez facilement, quoi. Donc c'est voilà. Et puis ben, alors après, donc on prépare le bateau pour la Jacques Vabre. Ça, c'était en 2013. Oui. Et puis là, au retour de la Jacques Vabre, ben le bateau il se casse en deux. Voilà. Et là, ici, là, on était quasi arrivé. Il restait 12 heures de navigation et le bateau, il avait un souci il avait un souci comment dire, de corrosion et le bateau, il s'est corrodé en 3-4 jours, quoi. Et il s'est cassé en deux. Vache. Voilà. Qu'est-ce qui s'est Voilà. passé? Donc, C'est-à-dire quoi, cassé en deux? le bateau, qu'il s'est cassé, la coque s'est cassée en deux. En fait, il s'est plié comme si on pliait le pont, mais en fait, il s'est ouvert en deux, quoi. Donc, en plein mauvais temps, donc les gens ils pensaient que c'était le mauvais temps, mais il y a plein de gens qui disaient mais qu'est-ce qu'il foutait là et tout, mais avant qu'il se casse en deux, on était en train d'essayer les hydrogénérateurs tranquillement derrière, on était en convoyage et il faisait pas beau, mais on était de loin pas en survie ni en danger, mais sauf que on avait tellement peu de voiles qu'il n'y avait pas d'effort dans le bateau et que le bateau a tenu jusqu'à ce qu'il soit assez corrodé pour que rien que le fait de passer dans la mer le fasse se casser, quoi. Voilà. Donc voilà, et voilà, donc ça c'était le dernier 60 pieds. Et ensuite, ben, on avait tout un programme, hein. Je vais dire, c'est pour aller jusqu'en 2016 avec ce bateau, hein. Du coup, catastrophe, j'arrive à louer l'ancien foncier, c'était l'ancien marais, un propriétaire allemand pour participer à la Barcelona World Race qui était au programme. Donc, du coup, je fais cette Barcelona avec Jean Le Cam qu'on gagne. Voilà. Ok, trop bien. Et, et puis après, ben, 60 pieds, c'est arrêté parce que j'ai, je me suis lancé en fait, quand le bateau s'est cassé en deux, pour pas licencier toute mon équipe, j'avais acheté un diam, quoi. Un petit trimaran pour le Tour de France à la voile. Mais en fait, c'était pas encore prévu le Tour de France à la voile. Et, euh, et puis après, comme c'est devenu le bateau du Tour et que j'avais ce diam, bah, j'en ai mis ça au programme avec Poujoula et j'ai commencé à participer au Tour de France à la voile. Et à côté de ça, j'ai participé au Trophée Jules Verne avec IDEC avec Francis Joyon.
Ouais. Donc on fait une première tentative en 2016, sauf erreur. On n'a pas réussi, ça n'a pas marché. Et en fait, on était avec deux, il y avait Spindrift et IDEC en même temps. Là, c'était un peu une course, mais bon, on avait ni l'un ni l'autre avons réussi à le battre. Et ensuite, on refait une autre tentative en 2017, je crois, sauf erreur. Et puis là, on bat le record, quoi. Voilà. Et là, on bat le record en 40 jours. Voilà. C'est incroyable, ça fait quand même des durées qui sont de plus en plus faibles. Tu penses pas que on va toujours chercher encore plus? Ah bah les records ils sont là pour être battus, hein. J'ai dit les records ils vont tomber un jour ou l'autre, mais bon il faut un peu de réussite, hein. Il faut un peu de réussite avec la météo, quoi. Il faut comme les bateaux vont de plus en plus vite et là ils vont vraiment beaucoup plus vite. Il faut que les dépressions avancent vite, quoi, pour pas les quitter ou pour pas se faire rattraper, quoi. Voilà, et ça, je pense, c'est le point qui va compliquer la donnée avec les bateaux qui volent, quoi. C'est qu'ils vont aller trop vite, quoi. Voilà. En tout cas, dans le sud, quoi. Et ouais, en fait, après, ben, les 60 pieds, ça s'est arrêté parce que j'ai pas eu le temps de remettre un projet en route. J'ai fait que de la préparation, enfin de l'entraînement pour le Tour de France à voile, qui prend pas mal de temps. Et puis descendre du Diam pour monter sur IDEC et inversement. Et puis on je sais plus quelle année c'était 2018 peut-être. J'ai fait la Jacques Vabre avec Lionel Lemonchois sur Prince de Bretagne, Oui. à côté du Tour de France. Et puis finalement l'année passée, je me suis dit si je veux remonter un projet pour moi, il faut que j'ai meilleur temps de mettre des petits jeunes à ma place sur le diam et puis que je manage le projet et puis que j'y trouve du temps pour des projets personnels, quoi. Et puis ben en fait ça a pris vachement de temps de manager le projet avec les jeunes et c'était une super équipe qui méritait qu'on s'y consacre, quoi. Voilà. Et puis l'année passée, c'était un peu spécial parce que j'ai, alors c'était pas de la course, c'était une expédition. C'était prévu que j'aille skipper le bateau de Mike Horn pour le poser sur la banquise arctique, quoi. Voilà. Et ça, je suis parti en août l'année passée, il a rejoindre le bateau à Nome en Alaska. Ok. Là, on est parti, on a chargé toute l'équipe, tout le matériel et tout, et on est parti dans le Grand Nord jusqu'à quasi 86 Nord dans les glaces pour poser Mike et son copain Bourguet sur la banquise arctique Pour la pour que traversée, ouais. eux traversent à pied et puis que nous, avec le bateau, on fasse la moitié du tour du monde pour les récupérer au Spitzberg, quoi. Voilà. Comment tu rencontres Mike Horn? Comment ça se passe? Alors Mike, ça fait longtemps que je le connais. En fait, on était aidés au même moment par une même personne, quoi. Donc il y avait une personne la personne qui m'a prêté des sous pour construire le premier bateau. En même moment, il aidait Mike aussi, quoi. Donc en fait, on se connaît depuis ouais 97 maintenant, je pense, un truc comme ça. Ok. Et puis j'avais déjà été en 2003 d'ailleurs. En 2003, c'était quand j'avais après le Run Alone, j'avais été lui amener un petit trimaran pour son. Là, il était en train de tourner autour de l'Arctique sur le cercle polaire à pied. Et puis il y a une partie qui faisait en bateau, donc j'étais parti du Cap Nord en Norvège
lui amener un bateau à 500-600 000 à l'est en Sibérie pour qu'il puisse finir son trajet en bateau, quoi. Ok. T'as été également à l'œuvre quand il est parti traverser l'Antarctique en kite? Non, alors non, là c'était Vravussin, je crois, qui était là-bas. Et en fait qui était avec en fait qui a fait la même chose que moi mais dans le sud et voilà. Donc Mais il a son skipper du nord et son skipper du sud, c'est ça? et des personnes dispo quoi à un moment donné quoi. Mais on devait faire le projet du Nord là, on devait le faire en l'année passée, c'était quoi? On devait le faire en 98 et puis en fait c'est tombé à l'eau. Euh, c'est tombé à l'eau, il y a eu des reports en fait et puis ça a pas bien joué avec les dates. Les créneaux sont assez précis quoi. Je veux dire, faut pas, si on loupe un créneau, ben, le truc est pas possible, quoi. Et donc il l'a pas fait entre 98 et 2003? Non, pardon, je me trompe, en 2018. En 2018. D'accord. C'était prévu de le faire en 2018 et on l'a fait en 2019, quoi. Ok. Ouais. Voilà. Eh bien. Voilà. Et puis, ben, là, on est rendu, ben, la dernière navigation, c'est que j'ai ramené le bateau de Mike de Norvège à Brest Ok. pour descendre du bateau et commencer le confinement. C'est hallucinant. Ah bah ouais, et ça dure en Hmm. plus, hein. On ne s'arrête pas, hein. Ouais, bon, après, là, pour le coup, moi, comment dire, je suis pas à plaindre parce que je suis dans un endroit qui est assez vaste, quoi. Voilà. Il y a de la forêt, il y a des champs, il y a un étang, il y a des rivières, il y a de la rivière, donc, là où j'habite, c'est grand, quoi. Donc, c'est pas, le confinement, est plus facile que dans un 25 mètres carrés à Paris, quoi. Comment tu... C'est-à-dire que du coup Vendée Globe 2012 est à nouveau pas possible. 2016, Eh ben, c'est pas difficile. possible dès que le moment où le bateau se casse. Et puis, en Tout fait, à là, fait. c'était tellement pas prévu que, en fait, euh, on peut se dire que en fait, que le bateau se casse en deux, c'est pas prévu. Il peut y arriver plein de choses en mer, mais qu'un bateau se casse en deux, c'est comme si on perd un essieu avec sa voiture, quoi. Ouais, ouais. C'est pas un truc qui normalement se passe, quoi. Je veux dire, et du coup, avant de retourner en mer, il fallait comprendre déjà ce qui s'était vraiment passé, quoi, parce que c'est pareil que de reprendre la même voiture en sachant pas pourquoi l'essieu est parti, quoi. Parce qu'on s'expose à reperdre l'essieu, quoi. Donc là, c'était d'abord comprendre et renflouer l'épave, quoi. Et ça a pris du temps. Début 2014, là, c'était une succession de tempêtes. On a mis, euh, on a mis plus qu'un mois à sortir le bateau, à trouver un créneau pour sortir le bateau de l'eau, quoi. Donc restait pas simple. Puis après, les expertises pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Et il y a eu un problème d'électrolyse sur une zone très très délimitée du bateau qui a fait que le bateau il s'est pété en deux. Voilà. Et puis au moment où on a vu qu'il n'y avait pas eu d'erreur ni de navigation, ni de positionnement, ni de choix dans les naves et quoi que ce soit, que c'était plus une erreur de choix de matériaux, quoi, finalement, quoi. Je veux dire, c'est que, à un moment donné, si on laisse la possibilité à un bateau de se corroder en très peu de temps, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal choisi à la conception, quoi, voilà. Et après, c'est facile à dire, on est toujours plus intelligent hein, une fois que ça s'est passé, quoi. Mais il y a des bateaux qui étaient en train de se construire de la même manière et qui ont été arrêtés dernière minute pour revenir à une méthode un peu plus connue, quoi, plus classique à cause de ce qui nous est arrivé, quoi.
Ouais, puis après, le temps que tout ça, ça dure, et ben, il fallait se réorganiser pour pas, parce que après, c'est du sport, quoi. C'est si on s'arrête pendant 2 ans, ben, après, c'est compliqué de revenir dans un circuit donné, quoi. Hein. Voilà. Et puis, et c'est, j'ai pas refait de monocoque depuis, à part le bateau de Mike, mais c'était plus de expédition, mais j'ai finalement fait que du multicoque après. Et encore aujourd'hui, du coup, tu t'orientes pas vers le Vendée Globe 2020 non plus parce que tu gardes cette expérience en multicoque active. Tu considères pas y retourner un peu dans le jeu en 2024 par exemple? Après pourquoi pas. Par contre, c'est compliqué parce que moi j'ai toujours été, à part le dernier bateau qui a été financé par un armateur, mais j'ai toujours été propriétaire de mes bateaux, quoi. Et je pense que les bateaux, pour faire une performance, en IMOCA, ils sont devenus trop chers pour fonctionner comme ça, quoi. Voilà, et ils sont, ouais, c'est trop lourd pour une personne, personne privée, quoi. Voilà, et du coup, il faut que ce soit un sponsor qui. Et puis là, Pujula, ils sont arrêtés l'année passée parce que ils sont pas arrêtés dans la voile, hein, mais ils sont arrêtés avec moi parce que ça faisait 16 ans déjà, et puis bah ils ont réduit un peu le ils ont gardé leur partenariat avec l'événement du Tour de France, mais ils ont plus de bateaux, quoi. Voilà. En fait, ils financent plus le fonctionnement d'un bateau, quoi. Voilà, donc après, il fallait tout recommencer, mais là pour le coup, ouais, j'ai pas eu le temps de faire ça. Et t'as pas un sentiment un peu amer, Bernard, de pas avoir terminé un seul Vendée Globe du coup? Non, j'ai pas de sentiment amer, hein, parce que tout ce qui est arrivé, ça me serait pas arrivé si j'avais juste voulu tourner autour du monde, quoi. Évidemment. Je veux dire, si ça m'est arrivé parce que j'ai cherché à gagner, et puis finalement, le fait de pas y arriver sur le globe, c'est ça qui a mis les conditions en place pour que je gagne sur les bocs, sur la Barcelona, et puis que ça m'a permis d'aller faire le fou sur les multis, dans- sur les trophées Jules Verne, quoi. C'est quand même c'est aussi des aventures exceptionnelles, quoi. Ah bah j'en doute Mm. certainement pas. Tiens, en parlant d'histoire un peu folle, tu nous mettrais un peu dans le bain de ce que ça représente un trajet jusque l'Arctique avec Mike? Ouais. Alors, ouais, Mike, il a pas trop expliqué à tout le monde exactement comment ça allait se passer et ce qui allait se passer. On savait qu'on partait de Nome, quoi, en Alaska. Moi, je savais qu'il fallait aller au Spitzberg après, mais par quel côté ou comment, je savais pas trop. Et puis je savais surtout pas qui serait à bord et comment. Alors donc, je s'est retrouvé avec pas mal de monde qui faisait de l'image, quoi. Et il y avait un mécano, une cuisinière, il y avait son pote Borgay avec qui il allait marcher. Et puis avec tout ça, on a préparé le bateau autant aussi bien qu'on a pu, et on est parti donc dans l'Arctique, quoi. Donc là, il n'y avait pas de glace, hein, c'était la mer ouverte. On est monté au nord de mémoire, c'était 79, un truc comme ça, 79 degrés nord, où on a commencé à voir la banquise, qu'on a longé un bout. Et puis après, c'était navigation dans la glace. Donc là, il a fallu que moi que j'emmagasine la connaissance de Mike et Borgé, mais en vitesse max, quoi, pour savoir comment ça se fait. Moi, j'avais été en Sibérie, mais j'avais jamais été naviguer dans la glace comme ça. On a navigué 5 jours pour monter, à chercher son passage. Alors, il y a plein de signes sur lesquels on peut se fier, mais c'est beaucoup à vue, quoi, parce que déjà, il n'y a pas de carte.
la- les- on avait dit, je naviguais avec les cartes satellites, quoi. Donc, enfin les photos satellites sur lesquelles j'ai essayé de me positionner, mais savoir que au-dessus du 80 nord, on est en dehors des cartes, comment dire, des cartes électroniques, quoi. Donc ça marche plus. Et ça marche, Incroyable. en tout cas pas normalement, quoi. Et puis après, c'était naviguer assez au nord pour trouver de la glace assez solide pour poser les gars, mais pas se laisser prendre, quoi. Ça veut dire qu'il fallait aller le plus au nord possible, mais enfin, tout ça, c'était du trajet en moins pour eux, mais pour nous, c'était du danger en plus de rester coincé, quoi. Bah, évidemment. Voilà. Et puis quand c'est la première fois que j'ai abandonné deux personnes en mer, quoi. C'est, c'est, on les a posés sur la glace et on s'est barré, quoi. C'était hallucinant, quoi. C'était surréaliste, quoi. Mais après, la banquise, c'est de la glace, mais dessous, j'ai de l'eau, quoi. Ils sont en pleine mer, quoi. Donc en fait, on les a abandonnés en mer, quoi. Et puis après, on est ressorti parce que là, on était de mémoire, on était le 10 ou 11 septembre, quoi. Donc il fallait sortir de là en catastrophe pour pas, avant que ça commence avant que ça recommence à geler, quoi. Bon, ça gelait tout le temps, hein, mais il y avait des moments où ça arrêtait de geler, enfin, on n'était pas bloqué, quoi, voilà. Et t'avais pas peur de te faire bloquer dans la banquise en plein milieu, justement, parce que ça gelait? Ah on est resté bloqué plusieurs fois, hein. Après, comme tout bouge, il faut être patient et puis on s'est arrêté plusieurs fois à cause de la visibilité, parce qu'on voyait plus rien, on savait plus où on était, quoi. Parce qu'à un moment donné, comment dire, sur la photo satellite, on se persuade d'être à un endroit, et puis finalement, on trouve pas ce qu'on pense trouver, et du coup, on est totalement perdu, quoi. Et en fait, le- paradoxalement, c'est le soleil qui était, en tout cas en redescendant, le soleil était le plus gênant, quoi. C'était, ça créait du brouillard parce que ça chauffait les veines d'eau ouvertes, quoi. Et du coup, on voyait plus rien où on allait, donc fallait attendre qu'il fasse nuit pour redémarrer parce que le brouillard s'en allait, quoi. Donc c'était très spécial, quoi. Voilà. Comment tu prends en main le bateau, le Pangaea? Comment tu fais enfin, pour t'apprivoiser la bête? J'ai essayé pendant les 2 semaines qu'on a utilisé, enfin qu'on a besoin pour aller d'Alaska à l'endroit où on les a posés, de d'apprendre, enfin le maximum du bateau, quoi, de voir comment il fonctionnait, en fait les appareils, les techniques qu'il y avait à bord, et puis surtout généralement sur des bateaux, faut commencer par savoir ce qu'il faut pas faire, quoi, pour garder le bateau en bon état, quoi. Donc essayer de le connaître le plus rapidement possible, et puis voilà, quoi. Après, et puis têter enfin, leur expérience à eux le plus vite possible, parce qu'après pour descendre, ils étaient plus là. C'est on pouvait plus s'appuyer sur l'expérience ni de Borgé ni de Mike, quoi. Donc voilà. Mais bon, ça s'est bien passé. Il y avait une personne, j'étais en contact avec une personne qui bosse à la surveillance des glaces en Norvège et qui me donnait des infos et qui je pouvais appeler pour me diriger, quoi, pour me diriger dans la glace, là. C'était euh, c'était indispensable, quoi. Mm. Bah, c'est primordial pour sortir vivant. Ouais, voilà. Et puis après, enfin, on a fait le passage du nord-est à l'envers, là, et on est revenu, mais il y avait la mer
il y a la mer ouverte très très au nord, quoi. C'est hallucinant, quoi. Moi, j'ai un projet que j'ai toujours d'ailleurs, c'est de tourner autour de l'Arctique à la voile, Ouais. mais et que à la voile, ça s'est jamais fait en fait. Euh, j'ai étudié ce projet-là avant de faire le premier globe, quoi, avec une station météo au Canada là. Mais pour essayer de prévoir une année où ça passait, mais à ce moment-là, c'était en tout début 90, quoi. Donc forcément, on n'y était pas arrivé. Mais là, ça passe. Là, le passage du Nord-Est, il est tout le temps ouvert, tout le temps. Enfin, en été, quoi. Ça s'ouvre tout le temps. Alors, à présent, comment dire, c'est plus compliqué, le passage du Nord-Ouest, parce qu'il y a de la glace qui s'accumule un peu dans les îles, et des fois, ça passe pas là-bas, quoi. Mais il y a, ouais, il y a toujours ce projet-là, quoi. Et alors, ce projet-là, il est encore en cours de réflexion. Tu as une date en particulier ou tu attends justement l'année la plus propice à ça? Non, non, là, il est toujours d'actualité. Par contre, il est après, il faut le mettre en route tout simplement, quoi. Je veux dire, et pour l'instant, ben, encore une fois, j'ai pas eu le temps du tout. J'ai pas eu le temps entre les Tours de France, les trophées Jules Verne, enfin la Barcelona et tout ça. Depuis que le bateau s'est rompu, j'ai pas du tout eu le temps de mettre ça en route, quoi. Après, c'est comment dire, l'expédition avec Mike, ça m'a amené sur place et ça a confirmé un peu qu'on ce qu'on pensait sur l'étude du trajet, quoi. Mm. Ça te paraît faisable aujourd'hui? Ah ben, c'est pareil que Jules Verne, il faut de la chance, quoi. Il faut de la chance avec la météo. Alors les contraintes sont très différentes, mais c'est pareil, il faut de la chance, mais c'est faisable, c'est sûr, quoi. Bon. Est-ce que tu as des frustrations ou je sais pas, des trucs que tu regrettes de pas avoir fait jusqu'ici? Ah ben, il y a plein de choses que je regrette de pas avoir fait, mais bon, après, des frustrations, je crois pas, quoi, parce que encore une fois, le globe, par exemple, c'est quelque chose qui s'est échappé, qui s'est, qui a pas fonctionné pour moi, mais ça a pas fonctionné parce que enfin, que j'ai essayé de performer, quoi. Voilà. Je pense qu'après, euh, si je m'étais donné comme objectif, c'est de terminer le globe enfin, je sais pas, sur un des projets, j'aurais pris le projet très différemment, quoi. Voilà. Voilà, donc maintenant, je m'estime plutôt chanceux, hein, parce que j'ai rencontré plein de gens sympas et des fortunes de mer dont je suis revenu. Euh, il n'y a pas eu de catastrophe majeure, quoi. Je veux dire, c'est du coup, et puis j'ai surtout eu la chance de pouvoir faire ça. Du coup, euh, non, je suis plutôt content, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des gens en particulier que tu admires, des personnes qui t'inspirent? Bah, il y a plein de monde, hein, mais pas forcément dans la voile, hein. Je veux dire, c'est dans la voile. Je dirais celui qui est le plus proche, un peu on va dire que c'est Laurent Bourgnon, quoi. Je veux dire, qui était, euh, qui était pas forcément, comment dire, qui faisait ça par plaisir et passion, quoi, pas forcément comme travail, quoi. Je veux dire, il faisait pas carrière, quoi. Voilà. Et du coup, ils sont plus proches de ça, quoi, que vraiment me mettre dans un schéma où il faut que j'aligne les courses parce que c'est mon métier, quoi. Voilà, c'est après il y a des gens très talentueux, hein. Après je trouve du bien chez beaucoup de gens, quoi, mais
Et puis, autrement, enfin après, Mike, par exemple, c'est quelqu'un d'impressionnant, c'est sûr. Hein, Complètement. mais à côté de ça, c'est possible de faire ce que fait Mike en étant très différent, parce que il a fait ça avec Borge Ausland, là, qui est qui a quasiment l'opposé de Mike, quoi. Il est plutôt réservé, plutôt réfléchi, très réfléchi. Mike est réfléchi aussi, mais ils sont très différents. Du coup, on peut juste, c'est possible de faire ce qu'on a envie si on a envie, quoi. Voilà. Tu comptes t'arrêter un jour, Bernard? Je sais pas trop, hein. À un moment donné, forcément le physique il, si ça allait mieux à 60 ans qu'à 20, ça se saurait, quoi. Je veux dire, mais à un moment donné, ça va s'arrêter, mais tant que ça continue et qu'on me donne l'occasion, je vois pas de raison d'arrêter, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu as encore Pangaea dans l'arrière de ton jardin au port, là? Alors, il est pas, on est à 10 kilomètres, mais Pangaea est toujours là, ouais, ouais. Ouais. Il est confiné, il y a Laure qui est cuisinière sur le bateau, là. Elle est, elle est confinée à bord, quoi. C'est génial. On est juste arrivé avant. Tu as déjà idée du programme qui suit avec Mike, des prochaines expéditions, des prochaines utilisations de Pangaea? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et je sais pas si c'est lui-même, quoi. Donc je sais pas. Bon, Bernard, ça fait bientôt une bonne heure et demie qu'on discute. C'est hyper agréable et Ouais. hyper intéressant. Euh, j'ai quelques questions avant qu'on se quitte quand même. La première, c'est toi qui as quand même un parcours de voile assez vaste, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui veut se lancer dedans? Tu parlais tout à l'heure d'un rêve, faut pas lâcher. Qu'est-ce que tu dis? Bah ouais, faut. Quelqu'un qui veut se lancer dans la course au large, qu'est-ce que tu lui dis? Bah, il faut lui dire qu'il faut qu'il ait envie et puis que comme d'autres l'ont fait, il y a aucune raison que eux n'arrivent pas, quoi. Je veux dire, c'est pas réservé à ceux qui l'ont fait avant, quoi. C'est plutôt maintenant réservé à ceux qui vont le faire après, quoi. Et en fait, il y a plein de choses que les gens sont capables de faire et qui font pas parce qu'ils ont peut-être peur de l'inconnu mais enfin, faut en avoir envie. Il faut avoir envie de ses rêves, quoi. Voilà. Bon. T'as un rêve en particulier aujourd'hui, à part faire le tour de l'Arctique, excuse-moi, en bateau? Et ben là, toi, comme j'aurai jamais de retraite, moi, donc en fait, j'ai emprunté pour acheter un moulin à rénover et dans un site où il y a 7 gîtes que je loue et que j'espère va m'aider pendant ma retraite, quoi, si elle arrive un jour, quoi. Tu vois, et du coup, il y a quand même un gros chantier là qui est plus terrestre que maritime, C'est et génial. on va essayer de coupler tout ça. Et ce sera situé où? Ça se situe tout près de la Bervrac, tout Ok. près c'est dans le pays des Abers, quoi, en dessus, au nord de Brest, quoi. Toujours en Bretagne. Un bon Ouais, breton. Bon, bah écoute, Bernard, voilà. merci pour ton temps aujourd'hui. Comment on peut faire pour te suivre? T'as écrit des livres, t'as des réseaux sociaux en particulier que tu gardes actifs? Comment ça se passe? Alors les réseaux sociaux, il faut que les réseaux sociaux et le site, il faut que je les remette à jour, quoi, parce que là c'était un article que j'ai pas eu le temps de faire ça, quoi. Et on a mis un peu Instagram, un peu comment dire, pour suivre un peu le parcours quand on les a posés, mais c'est pas à jour, donc ça c'est un travail que je pensais faire là, mais qui du coup est un peu compliqué parce que les personnes travaillent pas. Voilà. Et puis, ben, un bouquin, j'en ai écrit un. Enfin, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, parce que
C'était un journaliste suisse qui avait écrit un bouquin, mais je pense qu'on trouve plus. Il doit m'en rester certains, mais d'ailleurs, quand le site sera de nouveau actualisé, je les remettrai sur le site, quoi, si ça intéresse encore du monde. Et puis, du coup, on va remettre en route l'actualité. Sur mon site, il y a qu'à taper mon nom et ça arrive dessus. Bon, mais top. Tu disais justement que tu vivais depuis très longtemps à Brest. Tu es quand même suisse d'origine. Tu te sens plus breton ou plus suisse? Eh ben, on correspond quand même, d'après moi, hein, je veux dire, à ce qu'on nous a appris quand on a grandi, quoi. Je veux dire, j'ai des réflexes et des façons de penser comme un Suisse, quoi. Je veux dire, que- et par contre, je sais pas si je pourrais de nouveau y habiter en Suisse. Voilà. Ok. Je reste suisse. Je suis pas du tout français. J'ai que le passeport suisse, mais parce que je sais pas qu'on me l'a refusé ou quoi, mais j'ai pas fait les papiers parce que c'est de la paperasse et puis si je peux éviter, c'est pas mal. Et, par contre, si habiterais en Suisse, c'est plutôt en montagne, mais là, il faut de l'espace, quoi. Voilà. Et Ouais. puis que cet espace-là, je le trouve bien en Bretagne. Et puis finalement, j'ai plein d'amis ici. J'ai mes filles aussi. Donc finalement, le bateau m'a déraciné. Voilà. Complètement. Complètement. Voilà. Bon, Bernard, merci pour ton temps. J'ai été ravi de faire ta connaissance. On a hâte de voir Moi aussi. l'avancée du coup de ce fameux tour de l'Arctique. Idéalement bientôt d'ailleurs. On attend de voir en tout cas ce que donnent les conditions Idéalement, prochaines sanitaires. Ouais, parce que si on attend trop, il n'y a plus besoin de tourner, hein, il n'y a qu'à aller tout droit. Merci Bernard. À une prochaine. Ok, à plus. Salut. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt.